Oui, bonjour à tous. Mon nom est Dr. Yves Tremblay de Québec. Bienvenue, excusez-moi, bienvenue à notre séquence de visioconférence pandémie COVID. Comme c'est la première de 2021, je voudrais souhaiter une bonne année 2021 à tous, de la santé à tous et surtout, tenez-vous loin de la COVID. Et on va espérer que 2021 verra la fin de cet épisode tragique. Aujourd'hui, je suis très heureux. On a le professeur Louis-Philippe Boulet de Québec, qui est un collègue à l'Université Laval. Le titre de sa conférence va être Asthme et COVID. Le docteur Boulet est pneumologue de formation. Il est à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui est le centre québécois pour ce qui a trait aux maladies cardiovasculaires et pulmonaires. C'est un institut qui est affilié à l'Université Laval. Plusieurs d'entre vous le connaissent parce que c'est un chercheur clinicien, un professeur de renom international, avec au-delà de 6 à 700 publications. Il est aussi titulaire d'une chaire en transfert de connaissances, éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire. Et j'ai découvert ça récemment. Selon le Expertscape, en 2019, le Dr Boulet se trouvait au 4e rang des experts en asthme à travers le monde et second dans notre grand pays, le Canada. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au Dr Boulet et donnez-moi une seconde que je partage la présentation. Alors, merci beaucoup Yves pour cette présentation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin pour vous parler un peu d'un sujet de l'heure, la COVID-19, et surtout en fonction des maladies respiratoires, dont l'asthme. Alors, je vais te demander donc, Yves, de changer les diapositives au fur et à mesure. Alors, la prochaine, pour cette présentation, je n'ai pas de conflit d'intérêt prochaine, et l'objectif de la présentation seront de décrire un peu l'évolution de la pandémie, discuter en fait des recherches les plus récentes sur les effets de la COVID chez les asthmatiques, et je vais toucher d'autres maladies respiratoires. Également, on va réviser l'ensemble des principales recommandations sur la présentation et le traitement de la COVID en relation avec l'asthme, et parler un peu du futur. Prochaine diapositive. Alors, comme vous savez, dans le monde actuellement, il y a tout près de 100 millions de cas, c'est absolument incroyable. De cette COVID, les États-Unis, l'Inde et le Brésil prédominants au tableau de la prévalence. Bien sûr, ça engendre une mortalité quand même assez importante, comme vous pouvez voir sur ce qu'on appelle le Worldometer. C'est vraiment le site, entre autres, lié à l'Université d'Oxford, qui répertorie en fait à tous les jours où on en est rendu avec tout ça. Alors, présentement, en Amérique du Nord, je ne sais pas, chez vous, c'est un peu semblable, je crois. On est au niveau de la deuxième vague de la COVID, et c'est une vague qui frappe encore plus fort que la première. Donc, nos hôpitaux sont sur le point d'arriver à une saturation. Alors, vraiment, c'est une épidémie qui ne lâche pas. Et malgré le début de la vaccination, ça prend toujours un certain temps, bien sûr, à faire son effet. On espère que tout va tenir le coup pendant encore un certain temps. Prochaine diapositive. J'ai trouvé intéressant ce graphique, encore une fois, sur le site de l'Université Johns Hopkins, qui démontre un peu, en fait, les cas quotidiens. Bien sûr, les pays les plus populeux en ont plus en général, mais quand même, c'est intéressant de voir, malgré le désastre américain, que, bon, le Canada, la France et l'Afrique en général, s'étaient regroupés sous le terme du continent, ont bien sûr une autre vague ou une augmentation, mais bien sûr, c'est tout à fait moindre que dans des pays comme la Russie, les États-Unis, le Brésil ou l'Inde. Mais quand même, on est encore dans une étape très, très critique de cette pandémie. Prochaine diapositive. J'ai retrouvé, en fait, quelques articles sur l'origine des multiples pandémies qui sont des zoonoses, finalement. En fait, la chauve-souris est un peu le vecteur initial de plusieurs des pandémies à SARS-CoV-1 et CoV-2, entre autres, là, et celui du Moyen-Orient, le MERS-CoV. Alors, bien sûr, ça prend un hôte intermédiaire pour que le virus puisse ensuite se transmettre à l'humain. Et dans la première épidémie de SARS, il y a à peu près une dizaine d'années,
c'était la civette. Ça originait également de la Chine. Et cette fois-ci, on pense que le pangolin, qui est, semble-t-il, un délice pour pour les Chinois, en fait, au niveau alimentaire, soit on pense que ça pourrait être l'hôte intermédiaire. Je crois qu'il y a encore plusieurs autres animaux qui sont potentiellement des vecteurs de cette prochaine diapositive. Alors, bien sûr, si on compare aux autres pandémies qui ont affecté l'humanité, le coronavirus commence à devenir quand même assez solide au point de vue désastre qu'il peut causer. Bien sûr, le pire a été la fameuse peste noire ou peste bubonique, en fait, au 14e siècle, qui a décimé, en fait, à peu près 50% de la population européenne. C'était vraiment catastrophique, avec 200 millions de décès. C'était incroyable. Et nous, en Amérique, on a été beaucoup touchés, bien sûr, au 16e siècle par la variole, en fait, qu'on appelait la petite vérole aussi, qui a presque décimé complètement la population des Amérindiens, qui n'avaient aucune protection immunitaire contre ce virus qui est arrivé d'Europe, en fait, à ce moment-là. Et bien sûr, on pense à la grippe espagnole, en fait, après la Première Guerre mondiale, qui a été extrêmement létale également. Mais pour ce qui est du coronavirus, maintenant, comme j'ai dit, en fait, énormément de cas, près de 2 millions de morts. Alors, c'est quand même assez désastreux, mais heureusement, on a les moyens maintenant de produire des vaccins et d'évaluer des traitements plus efficaces. Alors, on est quand même chanceux par rapport au passé qui a été vraiment très pénible lors de cette pandémie. Prochaine diapositive. Alors, la COVID, vous le savez, éclosion d'une pneumonie d'origine inconnue à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Lorsqu'on regardait la télévision en janvier 2020, on se disait, bon, c'est une pneumonie chinoise, ça devrait rester en Chine, il ne devrait pas avoir de problème. Mais bien sûr, en janvier, on a vu le premier cas au Canada et également en janvier-février, ça s'est disséminé partout à travers le monde, particulièrement en Europe, en Italie, entre autres, et également, bien sûr, en France, en Asie, un peu partout. Le 11 mars 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclarait que c'était une pandémie, en fait, au titre, c'était non pas une épidémie, mais une pandémie à l'échelle du globe. Prochaine. Alors, pour ce qui est du virus, c'est un nouveau coronavirus, donc on l'appelle le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-1 avait sévi, donc comme j'ai dit, en particulier d'ailleurs à Hong Kong et au Canada il y a une dizaine d'années. Mais le SARS-CoV-2 donc, est un bêta-coronavirus. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on le voit sur toutes les images, il est caractérisé par des pointes, des spikes, comme on dit en anglais, qui est une grille de glycoprotéines qui sert à l'amarrage du virus sur les cellules. Donc, c'est une forme de virus, justement, sur laquelle les vaccins vont plutôt attaquer ou être produits en fonction d'atteindre les fameuses pointes d'attache pour que le virus ne puisse plus s'attacher. Alors, c'est une cible des vaccins. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce que le virus fait? C'est assez classique comme tous les virus. Alors, vous voyez que le virus s'attache sur les récepteurs cellulaires. Et dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est que l'enzyme de conversion de l'angiotensine est un récepteur privilégié pour le virus. Alors, je vais l'appeler avec son nom anglais, le ACE2. Ça agit, en fait, c'est une protéine, donc une enzyme, une protéine à la surface des cellules qui agit en fait comme récepteur du virus, qui facilite sa pénétration dans les cellules. Et à ce moment-là, le virus utilise la machinerie cellulaire pour se reproduire. Et après réplication, transcription, il est libéré en grand nombre dans l'environnement cellulaire pour attaquer justement l'organisme. Prochaine diapositive. Donc, le récepteur ACE2 a un rôle très important. Et quand on regarde les sites d'infectivité, on voit que les voies aériennes supérieures sont privilégiées au point de vue infectivité. Il y a un gradient qui existe au niveau de l'infectivité qui est proportionnel en fait à l'expression du récepteur ACE2. Donc, c'est le principal site, mais bien sûr, rapidement, ça peut atteindre les cellules alvéolaires, les pneumocytes de type 2 en particulier, et causer justement une atteinte à ce niveau. Prochaine diapositive. Alors, la vulnérabilité des organes, on l'a vu, c'est surtout les voies aériennes supérieures, les bronches, et on voit également que le foie et l'estomac peuvent être à risque.
Les autres organes sont un peu moins, mais peuvent être également affectés. Prochaine diapositive. Alors, la réponse immune est très impliquée dans la COVID sévère. Parce qu'en fait, l'infection virale, normalement, on produit des anticorps et on peut finir par s'en débarrasser. Mais le problème, c'est que dans ce cas-ci, le virus peut causer une réaction inflammatoire de différents degrés. Implique le neutrophile et le macrophage. Il va y avoir une production de cytokines et on pense que parfois, cette production de cytokines peut être démesurée, en fait très importante, et ce qu'on appelle peut provoquer une tempête de cytokines qui va être extrêmement dommageable, qui va causer un choc qui peut amener au décès du patient assez rapidement s'il n'est pas antagonisé. Bien sûr, également, il y aura une production d'anticorps par l'organisme, mais ça prend quand même un certain temps à produire ces anticorps et en phase aiguë, ils ne sont pas très utiles. Alors, ce sera surtout pour les prochaines rencontres avec le virus. Et on pense actuellement que l'immunité par l'infection peut durer au moins 5 à 6 mois. C'est beau, on peut passer à la prochaine. Alors, parmi les autres problèmes qui ont été soulevés lors de l'épidémie, c'est les coagulopathies. En fait, j'avais des chirurgiens qui étaient en train d'opérer un cas qui était COVID et qui me disaient qu'il y avait des caillots qui se formaient presque. Ils voyaient se former des caillots dans les artères ou les veines de ces patients lorsqu'il est en train de les opérer. En fait, le virus, en bloquant les deux, empêche justement la production de l'angiotensine, des dérivés de l'angiotensine qui peuvent amener à la production d'oxyde nitrique et ont un certain rôle de thrombolyse ou d'anticoagulation, alors que le virus, lui, favorise justement la cascade de thrombose, alors production de facteurs de von Willebrand ou de stimulation de plusieurs facteurs qui vont amener de façon plus facile la formation de thrombus. Alors, je précède un peu mes propos de tout à l'heure, mais dans les cas les plus sévères de COVID, en fait, hospitalisés ou aux soins intensifs, maintenant, en général, on anticoagule ces patients-là parce qu'il y a quand même un fort risque de thrombose ou de problèmes de coagulopathie causés justement par ce fameux virus. Prochaine diapositive. Alors, la transmission, on pensait initialement que c'était seulement les gouttelettes un peu de salive. Des gouttelettes émises lorsqu'on parle, on éternue, on tousse, et on disait, bon, ben, parfois ça peut aller quand même assez loin, mais on sait maintenant que les aérosols de petite taille peuvent également être contaminants. Il peut y avoir une transmission également possible via les surfaces contaminées et la durée de vie, comme vous pouvez voir sur les différents matériaux, est assez variable. Ça peut aller de quelques heures à même parfois à 3 jours. Quand on parle sur par exemple des métaux, on pense que ça peut durer, il y a eu des rapports qui allaient jusqu'à 1 semaine, mais je pense qu'en général, en fait, même si c'est quelques heures, on peut penser que parfois ça peut aller un peu plus long que ça. Ça peut être 1 journée ou 2 parfois. Prochaine diapositive. Alors, il y a des stades de la maladie. Alors, le stade 1, c'est bien sûr l'infection précoce. Et l'organisme déclenche une réaction contre le virus. En général, ça se manifeste par des symptômes grippaux, pseudo-grippaux, un peu de toux, céphalée, il peut avoir un peu de diarrhée. Il y a une lymphopénie qui s'installe et on voit justement des altérations du système de coagulation. Ensuite, au stade 2, c'est la phase pulmonaire, c'est que le virus a été aspiré ou s'est rendu jusqu'aux alvéoles où à ce moment-là, ça cause une pneumonie virale. Avec des anomalies de ventilation-perfusion, des infiltrations qui apparaissent à la radiographie. Et le stade 3, c'est le stade d'hyperinflammation. C'est la réponse disproportionnée au virus qui amène parfois un syndrome de détresse respiratoire de l'adulte et un choc, une insuffisance cardiaque. Et c'est associé avec la production d'une quantité énorme de médiateurs inflammatoires et de cytokines qui vont justement causer cette tempête. Prochaine diapositive. Alors, les symptômes, on l'a mentionné. Bon, souvent, c'est de la fièvre. C'est pas de la fièvre à 40 degrés centigrades. C'est de la fièvre habituellement aux alentours de 38, 38,5. Une toux, habituellement sèche. Un essoufflement progressif. Des malaises généraux, myalgie, etc. Chose un peu particulière, si on regarde plus bas dans la liste, c'est qu'il peut y avoir également une anosmie, alors une perte complète de l'odorat ou encore une déformation de l'odorat. Ça ne sent plus ce que ça devrait sentir.
En fait, le goût, en fait, lorsqu'on goûte les aliments, il ne goûte plus vraiment ce qu'il devrait goûter. Alors, c'est assez particulier, en fait. En fait, pour l'anosmie, on pense qu'il y a une atteinte virale des cellules sustentorielles au niveau de la base du cerveau qui sont affectées. À ce moment-là, les nerfs olfactifs sont vraiment atteints. Et c'est une anosmie qui peut parfois être très prolongée. Alors, il y a bien sûr des formes légères. La majorité sont légères, heureusement. Il y a quand même un peu de formes modérées et bien sûr, heureusement, les formes sévères sont rares, mais quand même assez fréquentes pour causer tous les problèmes qu'on a vus. Prochaine diapositive. Alors, si on regarde la radiographie pulmonaire, ce sont des infiltrations pulmonaires qui apparaissent, surtout en position d'équilibre aux bases, mais à la tomodensitométrie, on voit beaucoup d'opacité en verre dépoli, périphérique, des consolidations linéaires. Donc, c'est vraiment un tableau de pneumonie, en particulier au début interstitiel, assez marqué. Prochaine diapositive. Alors, la contagiosité, on en parle beaucoup. Alors, bien sûr, un des problèmes qu'il y a eu avec la COVID, c'est que souvent, il y a eu des personnes qui étaient asymptomatiques, mais qui transmettaient le virus. Alors, on s'est rendu compte finalement que la pire contagiosité, c'était dans la période de tout début des symptômes, parfois même la journée avant le début des symptômes, ce qui a vraiment troublé vraiment les mesures préventives chez plusieurs personnes parce que les gens ne savaient pas qu'ils étaient contaminants et ils allaient visiter une personne âgée ou un proche et contaminaient tous ces gens-là autour. Et aussi, il y a le concept du ce qu'on appelle en anglais le super spreader, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement contaminants. En général, la contagiosité du virus au début de la pandémie était aux alentours de R3, ce qu'on appelle le facteur de contagiosité, c'est qu'une personne en infectait 3. Mais il y a certaines personnes qui pouvaient en infecter très nombreuses, donc des gens qui étaient des super contaminants et qui causaient justement des épidémies. Je me souviens ici, il y a eu un cas d'une personne qui était allée dans un salon funéraire et il en a contaminé 85. Alors ça, c'est vraiment un vrai super spreader, comme on dit. C'est des gens qui étaient dangereux. Il faut vraiment les rechercher. Alors, bien sûr, l'infection, lorsqu'on l'attrape, on peut être contagieux pendant 10 à 14 jours environ. Il y a des gens qui peuvent être contaminants jusqu'à 30 jours, c'est rare. En général, on pense qu'en dedans de 10 jours, la contagiosité devrait diminuer quand même énormément. Prochaine diapositive. Alors, qui est à risque d'une COVID sévère? Le CDC américain, Center for Disease Control, a émis plusieurs données là-dessus. Il y en a plusieurs qui sont parvenus de la Chine également. Le grand facteur, c'est l'âge. Alors, les jeunes, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, habituellement font des formes de COVID assez banales, assez légères, parfois même asymptomatiques, mais c'est extrêmement dangereux chez les personnes de plus de 65 ans. Et plus on vieillit, plus on est vieux, plus c'est dangereux. C'est sûr que si les gens ont des maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète et tabagisme en particulier, les COVID peuvent être plus sévères. L'obésité est un facteur important. Avec un indice de masse corporelle supérieur à 30, c'est un facteur de risque. Maladie respiratoire chronique, c'est surtout la BPCO, qu'on appelle la MPOC ici au Québec. Je parlerai de l'asthme dans 2 minutes. Et bien sûr, les autres maladies chroniques comme maladie rénale, transplantée, anémie falciforme, cancer, ce sont des facteurs de risque également. Mais c'est très variable d'une personne à l'autre. Oui. Alors, parlons un peu de la COVID et de l'asthme. Alors, je vais donner un peu ce qui a été publié comme consensus après revue de littérature, entre autres dans le JINA 2020. Alors, ce qu'on s'est aperçu d'après la littérature, c'est que les personnes asthmatiques ne sont pas plus à risque de contracter la COVID que quelqu'un qui ne fait pas d'asthme. Il y a eu plusieurs études, dont celle de Williamson dans Nature en 2020, qui a démontré que les personnes asthmatiques n'ont pas de risque accru non plus de décès ou de COVID sévère, pas plus que les autres. Finalement, l'élément qui était quand même un peu troublant, c'est que s'ils avaient reçu récemment des corticostéroïdes oraux pour leur asthme, ce qui déterminait en fait une instabilité ou parfois une sévérité de l'asthme, à ce moment-là, donc, il y avait un risque de décès plus important cependant. Mais si l'asthme était, en général, l'asthme n'était pas associé à des problèmes plus importants. On pensait que c'est surtout
l'asthme instable, sévère, mal maîtrisé, qui était le facteur de risque, d'après ce qu'on a vu. Alors, ça supportait encore plus le concept d'une bonne maîtrise nécessaire pour éviter les problèmes. Je vais en reparler tout à l'heure. Prochaine diapositive. Alors, on cite quelques études. Celle de Williamson, on parlait de l'âge, on parlait du poids, mais je voulais vous porter attention, en fait, en bas du graphique, quand on parle de l'asthme, en fait, encore là, avec aucune utilisation de corticostéroïdes oraux récents, le facteur de risque était vraiment minime. Mais lorsqu'on regarde le risque de décès par asthme, il était plus élevé, en fait, chez les gens qui avaient eu des corticostéroïdes récemment. Donc, c'est une population pour laquelle il faut faire plus attention. Prochaine diapositive. Alors, encore une fois, Matsumoto avait publié, en fait, encore une fois, il y a quelques mois, une recherche d'études épidémiologiques sur la COVID. Et encore une fois, il démontrait que, bon, sur plus de 17 000 patients dans plusieurs régions du monde, le taux de comorbidité du COVID, de COVID sévère, était vraiment inférieur à la prévalence de l'asthme. Ce qui, même dans certains cas, on se demandait si l'asthme n'était pas un facteur de protection, on se demandait si c'était dû à l'effet des corticostéroïdes inhalés utilisés ou à d'autres choses, mais un asthme, d'autant plus s'il est maîtrisé, semblait ne pas causer de problème vraiment. Bien sûr, malheureusement, s'il y avait une association de BPCO, d'MPOC ou de diabète, là, c'était plus risqué. Prochaine. Lorsqu'on regarde d'autres études, encore une fois, ce qui est encore une fois très intéressant, on a eu un concept que peut-être les réactions allergiques de type T2, donc l'asthme allergique et tout ça, pouvaient donner une certaine protection, ou du moins étaient moins risqués que des asthmes non allergiques. Alors, vous avez ici, dans le milieu du graphique, un peu cette notion qui a été rapportée par Zhu. Et en fait, c'est assez curieux de voir que l'asthme allergique semblait ne pas causer de problème comparativement à l'asthme non allergique. Mais ce qui était le pire, c'était surtout l'asthme associé à la BPCO ou MPOC, donc le fameux ACO, Asthma COPD Overlap en anglais, était plus problématique. Donc, quand même, notion intéressante. Prochaine diapositive. On s'est demandé, encore une fois, à raison pour ce qui est de la maîtrise, et MAES, en fait, une étude en particulier originale de la Belgique, avec mon collègue Bruxelles, a démontré que lorsqu'on est asthmatique, si on a un asthme de type T2, donc allergique, avec léger à modéré particulièrement, les steps de GINA, les stades 1 à 4, ou encore une fonction pulmonaire normale, bonne maîtrise, pas d'exacerbation, et que quelqu'un prend des corticostéroïdes inhalés, il n'y a strictement aucun risque accru de COVID, même qui peut être diminué. Alors que si on a un patient qui est plus âgé, peu d'allergie ou pas d'allergie, associé à des comorbidités, plus l'asthme est sévère également, fonction pulmonaire légèrement diminuée ou diminuée, et des exacerbations, donc un asthme finalement un peu plus sévère et un peu moins stable. Là, à ce moment-là, on avait un risque accru de COVID et de sévérité de la COVID. Prochaine diapositive. Donc, on s'est demandé également si c'était un rôle des corticostéroïdes inhalés, parce qu'on s'est dit, bon, tout ce qui diminue l'expression des récepteurs ACE2 semble associé à une moins forte COVID, un risque réduit de COVID sévère. Et il y a eu des suggestions que c'était dû aux corticostéroïdes inhalés, mais dans cette étude de MAES, encore une fois, ici, on n'a pas vu de différence vraiment entre ceux qui utilisaient le corticostéroïde inhalé et les autres. Donc, c'est peut-être pas l'hypothèse qui explique un certain effet protecteur, même chez certains asthmatiques. On devra chercher d'autres éléments. Et moi, j'ai l'impression personnellement que possiblement ces corticostéroïdes inhalés peuvent peut-être antagoniser d'une certaine façon l'hyperréaction de cytokines inflammatoires, mais encore là, tout est approuvé. Il y a des études en cours là-dessus, donc ça va être intéressant de les voir. Prochaine diapositive. Alors, lorsqu'on voit un asthmatique, il faut se demander qui se présente à nous en mauvaise condition, est-ce que c'est la COVID ou si c'est son asthme simplement qui s'exacerbe? Ce qui est intéressant de nos jours ici, en particulier en Amérique, on a noté ça, et en Australie aussi, c'est que normalement, on a une épidémie d'influenza cette période de l'année. Mais cette année, il n'y a pas d'influenza. On ne retrouve pas le virus de l'influenza. Alors, probablement que les mesures de protection personnelle agissent. Dieu merci, parce que finalement, il faudrait qu'on distingue toujours entre l'influenza et la COVID. Mais encore une fois,
un asthmatique peut quand même se détériorer, surtout s'il n'est pas adhérent à sa médication. Et il faut faire la différence entre la COVID. Est-ce que c'est une COVID ou si c'est simplement un asthme exacerbé pour un autre facteur allergique ou de non-adhésion? Alors, ce qui peut nous aider à orienter vers une COVID, c'est que souvent, il y a de la fièvre, de l'anosmie, des malaises généraux, un peu des symptômes pseudo-grippaux. Donc, ça, normalement, dans un asthme exacerbé, on ne retrouve pas ces choses-là. Mais quand même, au moindre doute, je pense qu'à chaque fois, il faut absolument vérifier est-ce que c'est une COVID et faire des tests de dépistage. Prochaine diapositive. Les mesures de protection pour les asthmatiques sont majeures, sont très importantes, autant que pour les autres. Donc, les gestes barrières, les masques, l'hygiène des mains, hygiène respiratoire, se tenir loin des autres ou essayer d'avoir le moins de contact social possible. C'est sûr que c'est une des grandes difficultés que nous avons présentement. Les gens sont... la population humaine est grégaire et on aime toujours se rencontrer. Et, bon, c'est souvent la source d'éclosion de COVID, malheureusement, ces fameuses rencontres, surtout dans le temps des fêtes. On en a eu plusieurs. Mais encore une fois, les gestes barrières sont extrêmement importants. Prochaine diapositive. Autant pour un asthmatique que pour un non-asthmatique. Pour ce qui est de l'asthme, on doit absolument éviter tout ce qui produit des aérosols, particulièrement, par exemple, la spirométrie. Le plus souvent, on n'en fait pas de spirométrie, malheureusement. Alors, on est obligé de s'en priver. Mais lorsque nous avions eu, par exemple, une rémission de l'épidémie entre la première et la deuxième vague, et encore dernièrement, parfois lorsque c'est absolument important, ce qu'on fait, c'est qu'on teste le patient pour la COVID, et si le test est négatif, tout récemment, à ce moment-là, on peut se permettre parfois de faire une spirométrie, mais il faut absolument que le patient soit asymptomatique et le personnel qui effectue le test est complètement protégé, justement, les masques, les visières. En fait, il faut absolument faire quand même très attention parce qu'il peut y avoir quand même des patients asymptomatiques qui peuvent avoir un dépistage négatif au tout début de la maladie et être quand même contagieux. Alors, il faut faire très attention. Tout ce qui est nébulisation, oxygénothérapie, induction des expectorations, ventilation, ce sont des procédures qui peuvent causer des aérosols qui peuvent être contaminants. On préconise d'avoir beaucoup plus, par exemple, les aérosols doseurs avec chambre d'espacement que de la nébulisation si nécessaire. En général, c'est aussi efficace de toute façon. Et bien sûr, pour ce qui est des conseils locaux, des stratégies d'hygiène, ça change beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de recherches encore là-dessus. Il faut surveiller tout ce qui est publié là-dessus, particulièrement au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont un site quand même qui tient à jour toutes les mesures de prévention possibles. Prochaine diapositive. Oh, je peux simplement mettre quelques interventions là, qui étaient particulièrement dangereuses au point de vue transmission. La bronchoscopie, intubation, réanimation, ventilation manuelle, aspiration des sécrétions. Bon, souvent, nous, on faisait des inductions d'expectoration pour l'asthme, on n'en fait plus vraiment. Aspiration nasopharyngée et même l'autopsie. Alors, bien sûr, lorsqu'il y a une ventilation, particulièrement avec trachéotomie, ou encore toute intervention chirurgicale par voie naso-oropharyngée, ce sont des gestes quand même extrêmement contaminants, possiblement contaminants. Alors, il faut que les intervenants aient des précautions vraiment majeures pour ne pas attraper le virus. Prochaine diapositive. Pour ce qui est du traitement de l'asthme, il n'est pas modifié. Alors, chez les asthmatiques, qu'ils aient ou non la COVID, le traitement reste le même. Vous avez le tableau du GINA actuellement. Les médicaments pour l'asthme sont considérés comme étant sécuritaires. Ils ne prédisposent pas à la COVID. Comme j'ai dit, il peut peut-être y avoir même un petit effet préventif, mais encore là, ça demande plus d'études. Et on doit surtout s'assurer d'une bonne maîtrise, d'un bon contrôle de la maladie. C'est ce qui est le plus important, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous choisissez les stratégies nécessaires et particulièrement pour les asthmes sévères, il est très important de ne pas cesser leur médication, étant donné qu'ils peuvent se détériorer. Un asthme instable et mal maîtrisé à ce moment-là est une des causes possibles de COVID plus sévère. Prochaine diapositive. Alors, j'ai revu en fait l'ensemble des données et ce que j'ai trouvé, ce qui était intéressant, c'est l'article de Hugues Visantin là, qui avait fait un peu un résumé en octobre dernier de la médication pour l'asthme. Comme vous pouvez voir, pour l'ensemble de tous les types de médicaments, en fait, ils doivent être continués.
Si un asthmatique, de peur de la COVID, a arrêté son corticostéroïde inhalé, qu'il le reprenne au plus vite. C'est très important parce que s'il se déstabilise, là, il est plus à risque. Donc, la seule chose qui pourrait être modifiée vraiment, c'est, bien sûr, essayer de ne pas donner de corticostéroïdes oraux si le patient n'en a pas vraiment besoin, parce qu'on sait que ça peut aider. On a vu que ça pouvait aider s'ils étaient en phase de pneumonie sévère ou de COVID extrêmement sévère, mais lorsqu'ils ont des formes légères ou au tout début de la pneumonie COVID, on pense que ce serait plutôt, ça pourrait favoriser la réplication virale. Donc, ne pas en donner si on n'en a pas besoin. Et pour ce qui est de l'immunothérapie, en général, on suggère de la cesser si quelqu'un a une COVID. Encore là, on ne sait pas trop ce que ça pourrait faire de faire le traitement en même temps que le virus est en train d'infecter la personne. Alors, on propose de le cesser. Pour ce qui est des traitements biologiques, on les continue et je vais, sur la prochaine diapositive, vous faire part des recommandations, en fait, de l'Organisation mondiale de l'allergie qui ont revisé, en fait, de façon très détaillée tout ce qui touche les agents biologiques, par exemple les anti-IgE, les anti-IL5, prochaine diapositive. Et leurs conclusions sont qu'on doit les continuer, qu'il n'y a aucune évidence qu'ils affectent la réponse immunitaire au virus. Qu'au contraire, si on les arrête, on peut déstabiliser l'asthme et qu'à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes. Il n'y a aucun risque d'augmentation de la sensibilité à l'infection ou d'effets immunosuppresseurs en particulier. En fait, non seulement pour l'omalizumab, mais pour tous les agents biologiques présentement, y compris le dernier, le dupilumab, s'il est utilisé. Prochaine diapositive. Alors, il y a de nombreux médicaments qui sont sous investigation pour le traitement de la COVID, que ce soit chez les asthmatiques ou les non-asthmatiques. De façon générale, la majorité de ces médicaments soit ne fonctionnent pas ou sont encore à une étape expérimentale. Si on regarde la prochaine diapositive qui fait un peu une revue, en fait, c'est Berlin en décembre 2020. J'avoue que je crois qu'à date, c'est la meilleure revue du sujet, là. On voit que, par exemple, les fameuses hydroxychloroquine et chloroquine, également l'opinavir, ritonavir, en fait, dans les études ont démontré qu'il n'y avait pas d'effet bénéfice. C'est surtout pour les gens qui sont hospitalisés ou avec des COVID sévères, bien sûr, ces médicaments. Et on n'a pas vu d'effet vraiment bénéfique. Le Redemsivir, en fait, il y avait un petit peu plus de récupération rapide. C'est pas une panacée, mais en tout cas, ça semble récupérer un peu plus vite avec cette médication. Deux traitements quand même prometteurs, mais pour lesquels encore c'est encore expérimental. On a besoin de plus de données. Ce sont les plasmas convalescents de personnes qui ont déjà été atteintes par le virus, qu'on donne à ceux qui ont la pneumonie sévère, ou les anticorps monoclonaux. Pour l'instant, bon, ça semble être intéressant, mais encore là, on a besoin de plus de confirmation. Prochaine diapositive. Pour ce qui est des agents influents le système immunitaire, le seul qui est vraiment éprouvé comme étant efficace présentement, c'est la dexaméthasone. Il y a eu quand même de bonnes études là-dessus. Et chez les patients qui étaient hospitalisés, qui demandaient de l'oxygène, qui avaient parfois une COVID sévère, ça pouvait être vraiment utile. Et on n'oubliera pas non plus que, par exemple, pour les patients qui sont hospitalisés ou qui ont une COVID sévère, il faut considérer également l'anticoagulation s'il n'y a pas de contre-indication et une surveillance étroite. Prochaine diapositive. Simplement, quelques données, par exemple, de l'étude publiée dans le New England sur la dexaméthasone. En fait, on voyait qu'il y avait moins de mortalité sévère, moins de mortalité dans la maladie sévère, mais encore là, on mettait en garde parce que ça pourrait peut-être être néfaste pour des formes moins sévères. Alors, ne pas donner la dexaméthasone à tout le monde au cas où. On voit effectivement que c'est important de l'utiliser chez les bons patients. Prochaine diapositive. Pour ce qui est des vaccins, bon, là, tout le monde dit que c'est la lumière au bout du tunnel. Alors, c'est tellement important. Bien sûr, on a tout vacciné quand même nos patients pour la grippe, pour l'influenza, particulièrement parce qu'on ne voulait pas confondre parfois un influenza versus un COVID. Comme j'ai dit, heureusement, on n'en a pas d'influenza. Très, très sincèrement, on n'en a aucun, ce qui est vraiment impressionnant. Mais je ne pense pas que ce soit seulement le vaccin qu'on a donné. Je pense que c'est surtout le fait que les gens font attention, les mesures de barrière. Les réactions au vaccin, bon, il y a énormément de discussions. Je voyais encore aux nouvelles ce matin ici que plusieurs personnes hésitent à recevoir le vaccin. Bon, premièrement, les réactions allergiques, ça a fait grand éclat. Il y a eu quelques cas, mais c'est très rare.
c'est infiniment petit, le nombre de réactions allergiques au vaccin, moins de 0,1 %, et même ça, c'était chez des gens qui étaient déjà, qui avaient déjà eu de l'anaphylaxie dans le passé ou des réactions majeures allergiques. Alors, ce sont des vaccins extrêmement sécuritaires quand même au point de vue allergique, mais il y a quelques précautions, bien sûr, garder le patient à vue pendant 15 à 20 minutes après l'injection, etc., les choses habituelles, mais c'est vraiment pas un problème majeur. Bon, il faut avertir aussi ceux qui ont eu le vaccin que même s'ils ont été vaccinés, ça va prendre au moins 14 jours avant qu'ils soient protégés. Après la première dose, c'est à peu près 60 70 %, et après une deuxième dose, 3 à 4 semaines plus tard, ça peut être à 95 %. Mais ils doivent continuer quand même les mesures barrières parce qu'ils peuvent quand même être infectieux. Même s'ils ont reçu le vaccin, ou ils peuvent être contaminés surtout, même s'ils ont reçu le vaccin, car le corps n'aura pas eu le temps de fabriquer les anticorps de façon suffisante. C'est arrivé fréquemment d'ailleurs au Québec récemment, dans des foyers de personnes âgées qui avaient été vaccinés, mais qui ont fait la COVID une semaine plus tard parce que, bon, malheureusement, ils n'avaient pas eu le temps de monter leur réaction d'anticorps. Si le patient fait de la fièvre ou une autre infection, on peut retarder la vaccination, bien sûr. Il faut vérifier également s'il n'a pas attrapé la COVID entre-temps. Et on recommande la vaccination COVID pour les asthmatiques. Le GINA recommande la vaccination COVID pour tous les asthmatiques, à moins qu'il y ait une contre-indication. Et les quelques rares contre-indications, oui, c'est correct. Et quelques rares contre-indications, c'est vraiment une réaction allergique connue, une des composantes du vaccin, ce qui est quand même extrêmement rare. Alors, il y a de nombreux types de vaccins qui ont été faits. Il y a des vaccins RNA, il y a des vaccins DNA, ou ADN, ou ARN en français. Il y a plusieurs types de plateformes et je vais peut-être vous démontrer surtout les deux principales, prochaines diapositives. Il y a un document extrêmement intéressant que j'ai lu avec attention de la Société de pathologie infectieuse de langue française le 24 décembre 2020. Un formidable document sur tout ce qui touche les vaccins. Et on décrit bien sûr une plateforme classique, par exemple, basée sur l'utilisation du virus entier qu'on inactive. Alors, il y a plusieurs des vaccins chinois qui sont basés là-dessus. Ou encore sur l'utilisation d'une partie du virus, soit la protéine S, là, sur les pointes ou les spikes de la protéine du virus. Alors, les vaccins Novavax et Sanofi et GSK utilisent ce principe. Mais il y a de nouvelles technologies. En fait, la COVID a amené une recherche intense sur les vaccins qui va être certainement bénéfique pour l'humanité. On utilise parfois de l'acide nucléique, soit du RNA ou DNA, ADN ou ARN. Donc, on a la séquence qu'on produit en laboratoire, une séquence génétique de la protéine cible. Et dans tous ces cas-là, c'est la protéine S, donc la protéine des pointes ou des spikes. Et il y a des vaccins à ARN qui ont été développés. Les deux premiers qui sont devenus disponibles, le Pfizer, BioNTech et le Moderna, utilisent la technique justement de vaccin ARN contre la protéine S. Et il y a des vaccins ADN. Et sinon, il y a l'utilisation d'un vecteur viral, comme par exemple dans le vaccin russe ou celui britannique, Johnson & Johnson également, où on insère le gène de la protéine cible, encore une fois la protéine S dans ce cas-ci, dans un vecteur viral. Alors, ce sont des techniques extrêmement intéressantes. Bon, il y a des gens qui avaient certaines craintes par rapport à, bon, est-ce que vraiment c'est efficace? Est-ce que ça donne des effets secondaires particuliers? À date, en fait, toute la littérature est extrêmement rassurante et je pense que ce sont des techniques qui vont être là pour rester. Prochaine diapositive. Oui, prochaine. Alors, ça, c'était simplement un exemple des deux principaux vaccins actuellement disponibles, les vaccins de Pfizer, BioNTech et de Moderna. Ce qui est intéressant sur ces courbes, en fait, d'incidence cumulative de la COVID, c'est que vous voyez que c'est à partir à peu près de la 10 ou 14e journée pour le Pfizer et même à peu près la même chose, autour de 14-20 jours après le vaccin, que les deux courbes vaccin et placebo se différencient. Donc, si quelqu'un vient de recevoir le vaccin, il est extrêmement important qu'il se protège quand même pendant cette période parce qu'il peut l'attraper quand même s'il a été vacciné. Alors, c'est une fausse sécurité que de penser dès la journée qu'on a été vacciné, on est protégé. C'est faux. Il faut faire très attention. Et quand même, c'est très intéressant de voir la belle protection, vraiment. Autrefois, avec l'influenza, on avait des protections de 40-50 %. Avec ces vaccins-là, ça semble être plus de 90 %, ce qui est quand même formidable. Et quand on regarde les effets secondaires en haut
en haut à droite, finalement, on s'aperçoit que c'est quand même assez mineur. J'ai moi-même eu le vaccin Pfizer-BioNTech et mon Dieu, c'est encore moins pire qu'un vaccin influenza. Aucun espèce d'effet secondaire. Et tous ceux que j'ai connus qui l'ont reçu, il n'y a pas d'effet secondaire. En fait, souvent, il y a peut-être une petite douleur au site d'injection, mais vraiment, c'est surprenamment intéressant au point de vue le peu d'effets secondaires, du moins immédiats que ça peut causer, et même à long terme. Je pense que ça devrait confirmer leur sécurité. Prochaine diapositive. Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et j'ai emprunté 2-3 diapositives de ma collègue Kim Lavoie à Montréal, qui parle beaucoup de l'intervention motivationnelle. Et on voit dans différents pays, ça dépend du pays. Au Brésil, les gens veulent absolument se faire vacciner. En France, j'ai vu que c'était pas tout le monde qui voulait se faire vacciner. Au Canada, on est un peu intermédiaire entre le Brésil et la France, mais encore une fois, il y a une très grande variété d'opinion. Quand on regarde en fait à droite la Russie, c'est là qu'il y a le moins de gens qui veulent se faire vacciner. On fait un doute sur le vaccin, je ne sais pas. La Chine, c'est là bien sûr où il y en a le plus, le Brésil, l'Inde. Alors, ça varie un peu. C'est pas seulement une question culturelle. Je pense qu'il y a plusieurs autres raisons. Prochaine diapositive, pour lesquelles les gens ne veulent pas se faire vacciner. Et je m'excuse de l'anglais. Hein, de toute façon, je vais vous dire simplement les messages clés. J'ai pas eu le temps de les traduire. Alors, parmi les grandes raisons pour lesquelles les gens ne voulaient pas être vaccinés, c'est qu'ils avaient une crainte des effets secondaires. Et deuxièmement, ils pensaient que, c'est un peu dans la même lignée, que les vaccins n'étaient pas sécuritaires à long terme ou que, bon, il pourrait y avoir quelques dangers possibles pour leur santé. On voit qu'il y a tellement de folklore qui est encore malheureusement présent dans les réseaux sociaux pour dénigrer les vaccins de toutes sortes, y compris celui-là. C'est assez aberrant et c'est tellement triste parce que, bien sûr, c'est notre arme principale pour revenir à une vie normale. Alors, c'est important d'essayer de parler à nos patients, entre autres asthmatiques, qui ne veulent pas se faire vacciner. Prochaine diapositive. Et on doit intervenir sur trois choses particulières. Bien sûr, premièrement, les connaissances. Comment il agit le vaccin, comment il s'est procédé, l'importance du développement. Ce n'est pas des choses qui ont été inventées sur le coin d'une table. Il y a eu des essais cliniques, des études importantes qui ont supporté leur utilisation, quel est leur effet, et bien sûr de motiver nos patients à le recevoir, essayer de vérifier leurs croyances, leurs attitudes, où est-ce qu'ils sont allés chercher leurs renseignements, et expliquer en fait les risques versus les bénéfices, donc la décision partagée. Et toucher également les points, par exemple, d'accès, de coûts, commodité. Donc, quels sont les autres aspects qui peuvent faire qu'une personne, et souvent, malheureusement, ça touche nos professionnels de la santé. Je sais que chez nous, il y a parfois beaucoup d'infirmières ou de professionnels de la santé ou d'administrateurs qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est dommage parce que c'est souvent suite à de fausses croyances ou de fausses informations qu'ils ont reçues par, malheureusement, tous ces fameux médias ou nouvelles qui ne sont pas tout à fait près de la science parfois. Alors, il faut essayer de jouer là-dessus. Prochaine diapositive. Alors, je voyais dernièrement, justement, que le gouvernement canadien, et bon, j'étais fier de notre gouvernement au moins, va donner 500 millions de dollars pour l'initiative COVAX, qui en fait est une centrale de l'Organisation mondiale de la santé qui veut procurer les vaccins à tous les pays en voie de développement qui sont peut-être moins fortunés que d'autres pays qui peuvent se payer ces vaccins parfois très dispendieux. Lorsque je regarde, par exemple, les vaccins d'AstraZeneca, Oxford, c'est un vaccin très, très peu coûteux qui semble être aussi efficace que les autres. Donc, probablement, grâce aux subventions de plusieurs pays qui financent cette initiative de l'Organisation mondiale de la santé, on va pouvoir distribuer dans tous les pays du monde, en fait, des vaccins en quantité suffisante pour contrecarrer la fameuse pandémie. Alors, c'est important de supporter cette vaccination internationale parce que si on ne vaccine pas tout le monde, ça va revenir, ça peut être dangereux, ça prend une immunité collective, mondiale et non pas seulement par pays. Prochaine diapositive. Alors, pour plus de renseignements, vous avez plusieurs sources possibles. L'Organisation mondiale de la santé, encore une fois, le CDC américain, l'European Respiratory Society aussi a beaucoup de choses. En France, vous en avez vu beaucoup aussi. Il y a la Société canadienne de thoracologie qui a énormément de documents là-dessus, également particulièrement pour les professionnels de la santé. Et comme exemple, pour terminer, prochaine diapositive, vous voyez par exemple celle de la Société canadienne où
il y a énormément d'informations, particulièrement pour les professionnels de la santé, sur les techniques, comment justement modifier nos laboratoires, modifier nos cliniques pour essayer d'éviter la contamination. Prochaine diapositive. L'Organisation mondiale de la santé a des sites autant pour les personnes que pour atteintes ou la population générale que pour les professionnels de la santé. Et encore une fois, c'est mis à jour presque quotidiennement, en fait, extrêmement intéressant comme site. Prochaine diapositive. Et pour terminer, je cite le premier ministre du Québec, M. François Legault, qu'on voit à la télévision, qu'on voyait à peu près tous les jours, là, qui parlait à la population pour les mesures de confinement en particulier. Alors, comme il dit, les mesures qu'on a mises en place fonctionnent. La distanciation sociale, certaines mesures de prévention et de confinement, de protection individuelle, mais c'est fragile. On est, nous, actuellement, dans une très forte deuxième vague. Alors, il faut faire attention. Et tout le monde pense qu'avec le vaccin, du jour au lendemain, tout est réglé. C'est loin d'être le cas. Ça va prendre plusieurs semaines. Mais comme il dit, d'ici l'été, on devrait retrouver une vie normale. On se le souhaite et on voit la lumière au bout du tunnel, ajoute-t-il. Alors, merci beaucoup pour votre attention. C'est un tour d'horizon très rapide. Il y a une quantité de littérature astronomique qui est parue dans la dernière année ou deux. J'ai essayé de résumer un peu pour focusser, comme on dit en anglais, sur les asthmatiques. Alors, merci. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, donc merci beaucoup, Dr. Boulet, pour ce tour de table, oui, rapide, mais extrêmement instructif. Si vous permettez, je peux peut-être ouvrir la ronde des questions et observations. Je voudrais apporter 2 commentaires, si vous me permettez. Le premier, c'est simplement parce que je pense que ça n'a pas été dit, mais les vaccins qui sont préparés à partir des acides nucléiques, que ce soit des acides nucléiques de type ADN ou de type ARN, ne contiennent pas de polymérase, donc ils ne s'insèrent pas dans le génome. C'est extrêmement important parce qu'on a vu à travers les nouvelles qu'il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, ça rentre dans le génome », mais ce n'est pas des rétrovirus. Donc, il n'y a pas de polymérase là-dedans et ça peut pas, ça reste dans la cellule sous forme de ce qu'on appelle un épigénome. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième commentaire, c'est le résultat extrêmement surprenant à propos de l'effet des corticostéroïdes chez les asthmatiques qui sont à la fois protecteurs, mais qui vont augmenter le nombre de décès. D'un effet antagoniste. Moi, c'est drôle, j'aurais plutôt pensé que ça aurait été un effet exacerbant sur l'orage cytokinique. Dans l'image, dans la slide que vous avez présentée avec les triangles horizontaux, j'aurais pensé que les glucocorticoïdes, en fait, que les corticostéroïdes inhalés auraient fait en sorte que vous auriez passé à travers les différentes phases de la maladie beaucoup plus vite et l'orage cytokinique aurait été peut-être pas plus forte, mais exacerbée en tout cas. Parce que je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Oui, bien, merci pour le commentaire. Entre autres pour la polymérase, effectivement, c'est une des craintes que les gens avaient et c'est très rassurant, comme vous l'avez dit. En fait, encore une fois, on ne sait pas vraiment quel est l'effet justement du corticostéroïde inhalé, c'est-à-dire sur la progression de la maladie. Est-ce que c'est le fait que ce sont des gens qui ont déjà finalement une moins grande expression du récepteur de l'ACE2, justement, qui prennent ces médicaments, qui ont un asthme significatif quand même, particulièrement d'origine allergique, ou est-ce que c'est un effet protecteur du stéroïde inhalé? Je sais que mon collègue Jean Bourbeau à l'Université McGill fait une étude actuellement sur la cyclisonnée des COVID actuellement pour voir si ça diminue, si ça améliore l'histoire naturelle de cette infection. C'est sûr que c'est peut-être différent d'un stéroïde oral qui agit de façon tellement puissante sur tout le système au complet, au niveau de toutes les cellules du corps. Est-ce que c'est un effet... L'important là-dedans, c'est la réplication virale. Il ne faudrait pas que ce soit une médication qui encourage la réplication virale. Alors, il semble quand même que le stéroïde inhalé n'aurait pas de propriété d'augmenter la réplication virale, mais qu'il aurait peut-être un certain effet déjà de diminution de l'inflammation. Je pense qu'il peut y avoir un rôle, et encore là, c'est tout à fait spéculatif, c'est que si quelqu'un est déjà au stéroïde inhalé, il a déjà réduit le terrain inflammatoire. Il a déjà antagonisé plusieurs des cellules inflammatoires.
Il les a gardés vraiment complètement contrôlés s'il a bien pris son traitement, etc. On le mesure souvent par l'expectoration induite ou par le FeNO. Donc, peut-être si le virus arrive chez un patient qui a déjà une réaction inflammatoire très basse, antagonisée par la stéroïde inhalée, il va manquer de substrat, il va avoir moins de cellules inflammatoires pour produire ces fameuses cytokines qui vont faire la tempête cytokinique. Alors, c'est une hypothèse. Donc, et d'ailleurs, c'est supporté par le fait qu'un asthme mal contrôlé, plus inflammatoire et plus à risque de justement faire une tempête cytokinique. Donc, c'est peut-être un effet de diminution en partant de l'inflammation de base sur laquelle le virus ne peut pas agir. Alors, c'est une hypothèse qui est en train d'être testée. D'accord, merci. Étienne? Oui, c'est une question dans le même ordre d'idée. Les asthmatiques, si on sort du Covid, les asthmatiques font des infections virales. Les pneumopathies virales chez les asthmatiques, c'est quelque chose de connu. Alors, quel est l'effet des corticoïdes inhalés sur ces pneumopathies virales? Est-ce que ça les améliore ou est-ce que ça les aggrave, les asthmatiques qui sont sous corticoïdes inhalés? En fait, il ne semble pas y avoir un effet majeur des corticostéroïdes inhalés sur les autres types d'infections virales. Et les études que j'ai vues sur justement la pénétration du virus ou la réplication du virus chez un asthmatique sous corticostéroïdes, il semble que malheureusement, ces médicaments n'antagonisent pas l'effet de l'influenza, par exemple. Et que même parfois, ça peut jouer sur l'interféron gamma qui va lutter contre l'influenza. Donc, il semble que ce soit un effet très spécifique au COVID, ce type de virus, qui n'existe pas pour les autres virus. Mais encore une fois, je pense que comme principe de base, on sait que les asthmatiques bien maîtrisés, donc théoriquement qui ont moins d'inflammation, s'ils font une influenza, en général, ils se comportent un peu mieux que ceux qui sont vraiment très mal maîtrisés ou qui ont énormément d'inflammation. Donc, il peut y avoir un effet non spécifique général. Mais il semble que les stéroïdes inhalés ont un effet différent sur le mécanisme de réplication ou de pénétration du COVID, comparativement, par exemple, à une influenza où j'ai vu que ça n'était pas efficace à ce moment-là. Donc, il faut que les asthmatiques soient bien équilibrés avant de contracter une infection à COVID. C'est le grand message que tous les organismes mondiaux ont émis pour ne pas avoir une COVID sévère chez un asthmatique, c'est d'avoir un asthme bien maîtrisé, de bien prendre les médicaments appropriés, surtout de ne pas les abandonner, parce que si on devient mal maîtrisé, qu'on arrête nos médicaments, là, on est à risque. OK. Je peux peut-être prendre la balle au bon. Je vois des choses du côté du public. Ici au Canada, ça ne nous touche pas énormément. Mais on sait que l'Afrique a été moins touchée que le restant de la planète. On sait aussi que les Afro-Américains, pour plusieurs maladies, incluant certaines affections respiratoires, ont des maladies différentes des Africains du continent Afrique. Qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'asthme entre, par exemple, un Caucasien, un Afro-Américain, un Africain versus la COVID? Est-ce que c'est relativement semblable ou si c'est un peu comme l'hypertension, par exemple? Les quelques études que j'ai vues là-dessus ne semblent pas démontrer de différence majeure. Il semble que la différence, c'est l'âge. Quand on regarde notre population africaine, il y a beaucoup de jeunes. C'est beaucoup moins âgé qu'en Amérique du Nord, par exemple, ou au Japon. Donc, il semble que l'âge est le grand facteur, beaucoup plus que, par exemple, la race ou l'origine ethnique. Donc, je n'ai pas vu de grande différence à ce niveau-là au point de vue des différents continents. Merci. Et l'obésité? Ah, l'obésité. Oui, l'obésité. Un grand facteur de risque. En fait, dès qu'une personne qui est obèse attrape la COVID, déjà en partant, c'est un patient à très haut risque. On sait qu'il y a une expression justement du récepteur ACE2 plus importante chez les personnes obèses. Ils ont énormément de mécanismes inflammatoires systémiques qui peuvent encourager justement une réaction au virus. Donc, l'obésité, surtout avec un indice de masse corporelle supérieur à 35, mais encore une fois, à partir de 30 d'indice de masse corporelle, on voit qu'il y a une morbidité plus importante. Et surtout qu'il y a un diabète parfois associé qui est encore plus
un facteur de mauvaise capacité de lutter contre le virus. Donc l'obésité apparaît comme un facteur indépendant, ça on le savait, mais un asthmatique obèse, il doit retomber dans le groupe des obèses finalement. Il retombe dans le groupe des obèses, d'après ce que j'ai vu à ce moment-là. Comme vous avez vu dans l'étude de Maes, en fait, s'il y a des comorbidités, comme par exemple l'obésité, maladie cardiovasculaire associée à l'asthme, ou encore hypertension, diabète, alors dès qu'il y a une comorbidité associée à l'asthme, il tombe maintenant dans la catégorie du risque accru à ce moment-là, associé à cette comorbidité. OK. Je peux peut-être reprendre la balle au bon. Vous avez abordé quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et puis sur lequel, avec Étienne, on tente de monter des conférences, c'est sur l'hésitation à la vaccination. Oui. Je savais que Dr Lavoie à Montréal travaillait un peu sur ça comme psychologue, mais si vous aviez à résumer en 2-3 mots, trouver une façon de faire baisser cette peur-là, de faire baisser cette hésitation-là chez certaines personnes, qu'est-ce que vous diriez, puis comment vous le diriez? Encore une fois, c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse absolue. Je pense que moi, ce que j'essaie de faire, entre autres pour les patients, et ce que je pense qui est le plus profitable, c'est de contrecarrer la désinformation qui a été donnée, parce que les gens reçoivent tellement d'informations de toutes parts. Et je leur dis, écoutez, la science doit être écoutée. Et s'il n'y avait pas eu la science, mon Dieu, notre situation serait vraiment épouvantable présentement au point de vue de plusieurs des maladies qu'on traite. Et la science nous dit, par des études bien faites, de longue haleine, en général peut-être moins longues que pour dans le passé, mais quand même qui ont été bien faites, qui ont été revisées par les pairs, qui ont été bien scrutées. On a des données qui sont solides, qui vous indiquent justement la sécurité de ces vaccins en plus de leur efficacité. Et donc, il s'agit de rassurer probablement ces gens-là sur l'effet de ces vaccins. Parce que comme vous avez vu, c'est surtout les effets secondaires qui sont craints. Je pense que ça peut diminuer cette mauvaise perception lorsqu'on aura déjà, il y a quelques millions de personnes qui ont déjà été vaccinées à date. Et ce qui a été rapporté comme effet est vraiment banal et minime. Alors, je pense qu'avec tous ces millions de personnes qui auront été vaccinées, ça va peut-être améliorer la sensation de sécurité de ces gens-là. Mais encore une fois, il faut aller sur les connaissances, les croyances, essayer de contrecarrer surtout l'épouvantable désinformation qui court partout à travers le monde. C'est un fléau. Ce qu'on appelle les fake news, finalement. Ah, c'est vraiment épouvantable. Si je peux rajouter un point à ce que tu dis, Louis-Philippe, ce qu'on a remarqué avec Yves, puisqu'on fait ces webinaires régulièrement et des bulletins d'information, c'est que ces fausses informations, la circulation des informations n'est pas spécifique ni au Canada, ni à la France, ni à l'Europe. C'est absolument mondial. Oui. Les Africains sont exposés aux mêmes phénomènes, aux mêmes contre-vérités, y compris la poudre injectée par Bill Gates dans les vaccins, etc. On retrouve strictement les mêmes messages. Donc c'est véritablement mondial. Personne n'est épargné. Je crois que ça, c'est important. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et je pense que, encore une fois, écoutez, je pense que c'est un effort collectif. Hein. Je pense que si on veut finalement revenir à une vie normale, ce sera par la distribution de vaccins à la plus grande proportion de la population possible. Je pense que quand je parle à mes patients que la seule façon qu'on reviendra à ce qu'ils connaissaient avant et qu'ils appréciaient, c'est justement par cette immunité collective qu'on aura par les vaccins. Ça peut les influencer un peu. Sinon, écoutez, ça sera le marasme, ça continuera pendant on ne sait pas combien de temps. Alors, j'essaie quand même de jouer un peu sur cet espoir qu'il faut qu'ils cultivent et d'essayer de contrecarrer les peurs qui sont engendrées par des fausses croyances, pas non seulement croyances, mais diffusion de ces fake news. Exactement. Et puis, peut-être pour terminer, je voudrais juste revenir sur l'initiative de l'OMS mondiale, COVAX. Et donc, il faut espérer que les riches donnent aux pauvres ou que les mieux nantis donnent aux moins bien nantis. Je ne savais pas que le Canada avait donné 500 millions, donc félicitations. Voilà un bon coup de M. Trudeau. Et si on a des contacts avec d'autres personnes, il faut passer le message de sorte qu'à un moment donné, ça va partir de la base, puis ça va monter en haut.
C'est très important. Je pense que des pays comme l'Angleterre, le Japon, le Canada, plusieurs autres pays actuellement ont donné des sommes quand même assez importantes pour le COVAX. Ça devrait continuer. C'est un effort collectif. Alors, ceux qui pensent que c'est un effort national se leurrent de façon épouvantable. C'est un effort toute la planète doit contribuer. C'est un fléau planétaire et non pas par pays. Ben écoutez, excusez-moi, vas-y, Étienne. Non, la seule chose, c'est que effectivement, c'est un effort planétaire important et c'est une initiative, entre autres, de l'OMS. La seule réserve que je ferai, enfin, la crainte que j'aurai, c'est qu'il n'y ait pas de vaccin pour tout le monde. Parce qu'à l'heure actuelle, la production est au maximum et on voit bien que dans les différents pays qui ont déjà acheté du vaccin, je pense à l'Europe, par exemple, pour nous, pour l'instant, on en a suffisamment, mais les Allemands, par exemple, ils ont quasiment vidé leurs armoires. Donc, ce que l'on peut craindre, c'est que COVAX, qui est un beau programme financé, mais encore faut-il acheter et avoir des vaccins disponibles. Et ça, je pense que c'est tout de même une difficulté à laquelle il va falloir veiller. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être une disponibilité éventuelle, mais qu'il y aura des retards, effectivement, dans la production et dans la distribution. J'ose espérer qu'en fait, les autorités donc viseront les personnes les plus à risque et peut-être comme par exemple ici au Canada, c'est bien certain que les enfants vont être vaccinés probablement beaucoup plus tard que les autres personnes à risque. Alors, il y a une question de priorisation importante. Peut-être qu'avec une immunité collective chez les personnes plus âgées, ça va disparaître quand même. Mais je suis parfaitement d'accord avec ça. Et c'est tout un défi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est toujours quelque chose de positif et quelque chose d'affreux. C'est que ça va nous servir pour les prochaines pandémies probables. Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe au point de vue zoonose actuellement avec la mondialisation et tout ça, bon, on avait eu la grippe espagnole après la Première Guerre. J'ai l'impression que l'intervalle de temps avec une prochaine pandémie va être beaucoup plus court. Alors, j'espère qu'on aura appris de cette pandémie. Ben écoutez, sur ces quelques mots, effectivement, espérons que l'humanité apprendra de cette pandémie-là, parce que il faut en tirer les leçons, bonnes et pas bonnes, et puis trouver des solutions pour améliorer, c'est ce qu'on vise. Donc, sur ces quelques mots, Louis-Philippe, personnellement, je te remercie. Ça a été extrêmement intéressant, instructif, informatif. Tu es un excellent communicateur et tu véhicules une information extrêmement positive. Donc, merci à tous. Et puis, peut-être, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler, laissez-moi aller chercher mon calendrier. On va se faire un petit peu de publicité en même temps. Bougez pas. Je vais juste ouvrir ça. Donc, bon, c'est pas une conférence pandémie, mais le 21, nous aurons une conférence d'actualité, médecine personnalisée en pratique pneumologique par la professeure Mounia Serraj de Fès au Maroc. La veille, le 20, nous aurons une conférence, c'est pas une conférence pandémique, oui, c'est faux, c'est une conférence sur la COVID, exercice de l'obstétrique en période de COVID-19. Et c'est intéressant parce qu'on débute un premier cycle avec la FIFOG. La FIFOG, c'est la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. C'est quelque chose comme 37-38 pays, principalement l'Afrique subsaharienne. Et donc, après ça, en février, le 4 février, je vous invite on va revoir notre ami le Dr Boulet, mais avec deux autres collègues, professeur Joyce Dogba et France Légaré, où là, on va parler de COVID, mais de décisions partagées en temps de COVID. Alors, je peux peut-être vous annoncer la prochaine, le 18 février. Le 18 février, nous aurons une conférence d'actualité en pneumologie donnée par la pneumologue Mme Florence Parent sur les embolies pulmonaires. Je m'arrête là pour l'instant. Donc, sur ces quelques mots, mille merci à tous et encore une fois, bonne année, santé et restez loin de la COVID.